Bonjour, alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter Mehdi Belmati qui est chercheur en neurosciences et que j'ai rencontré lors d'un stage matriciel le week-end dernier. Donc l'approche matricielle qui est transmise par le professeur Aziz El Amrani Joutet et qui nous a rassemblés est vraiment un enseignement qui allie la science, la philosophie et la spiritualité. Et Mehdi s'est aussi beaucoup retrouvé dans cette alliance qui permet d'avoir vraiment une approche scientifique sans oublier cette transcendance qui est si importante aujourd'hui pour retrouver bien toute notre complétude et notre capacité à traverser tous les mouvements de la vie qui en ce moment nous sollicitent beaucoup avec sérénité et confiance. Donc aujourd'hui, tu vas nous partager ce qui, toi, t'anime dans cette aussi recherche et aussi ce que tu as pu trouver comme alliance justement entre cette science fondamentale qui aujourd'hui nous prouve en fait à chaque instant par toutes les avancées, on va dire, de la physique quantique et de la physiologie appliquée liée à toutes ces découvertes en physique quantique, que nous ne sommes pas que de fait de matière, mais aussi d'ondes, et également que l'ensemble est aussi issu d'un vide, mais un vide qui peut être rempli de la présence du soi. Donc, je suis ravie de t'accueillir, Mehdi. Merci de m'accorder cette interview pour Souffle Quantique et bienvenue. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir vraiment de partager avec toi. Et il est vrai qu'on s'est vu ce week-end dernier à un séminaire du professeur Aziz El Amrani. Et pour moi, ça a été vraiment l'aboutissement d'un parcours où tout s'est mis un peu ensemble, justement entre science et spiritualité. Et depuis petit, j'étais animé par ça. C'est-à-dire que j'ai toujours, depuis, ouais, depuis l'adolescence, cherché à mettre des liens entre science et esprit, science et conscience, science et spiritualité, peu importe comment on appelle ça, et transcendance. Et ça a commencé très jeune, vers 18 ans, 19 ans, où j'étais pas satisfait avec les théories de la physique, mais il y avait déjà un élan dans la physique quantique. Et à travers des lectures, je voyais, tiens, en fait, la physique classique, elle focalise, c'est-à-dire qu'elle dit par exemple que une molécule, elle est que matière, et il y avait cette incertitude-là où on disait c'est à la fois une particule et une onde. Et moi, quand j'avais eu ces cours-là en médecine, ça m'avait beaucoup interpellé. Je me disais, mais pourquoi c'est ou onde ou particule? Pourquoi c'est pas et onde et particule, simplement? Et c'était le pareil dans mes premiers cours de médecine, on disait c'est inné ou c'est acquis génétiquement. Donc il y avait toujours cette dualité. Et moi, je me disais, mais pourquoi pas tout simplement dire et au lieu de dire ou? Et petit à petit, de fil en aiguille, bah, ça m'a amené à tomber encore sur d'autres coïncidences, d'autres livres. Et j'étais un peu perdu parce que je savais plus trop quoi faire. Donc j'étais en première année de médecine et j'étais pas très satisfait avec bah voilà, l'ambiance et les théories qui étaient un peu dualistes pour moi. Et un jour, ben, j'ai vu qu'il y avait les neurosciences et je tombais sur un magazine, Le Cerveau, et ça m'avait bah, scotché. J'étais voilà, comme ça à la plage à La Ciotat et j'étais tombé par hasard, il n'y a pas de hasard, sur un magazine qui s'appelle bah, La Recherche et le Cerveau. Et là, j'ai dit, tiens, ça me parle. J'ai commencé à feuilleter. Et il y avait un autre livre qui parlait d'émotions, de Joseph Ledoux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Joseph Ledoux, il parlait des émotions et comment dans le cerveau, on court-circuiter le cerveau émotionnel. Donc, il y a le cerveau émotionnel qu'on dit cerveau limbique, et puis il y a le cerveau néocortical qui est en fait le néocortex, qui va être plutôt la partie qui va coordonner l'ensemble, la partie cognitive, si on veut. Quoique on ne peut pas séparer la cognition de l'émotion, tout est relié. Simplement, on dit que le cerveau limbique, il est fait de l'hippocampe, de l'amygdale, et l'amygdale, elle est associée à la peur. Et il y avait une histoire d'un cambrioleur qui avait justement été pris de panique
et avait donné un certain nombre de couteaux à une personne, justement parce que cette personne l'avait vu et il avait pris peur d'être dénoncé. Et du coup, il s'était mis à réagir de façon exagérée et au lieu de lui donner seulement un seul coup ou deux coups de couteau, il en a mis 19 ou plus. Euh, et là, Joseph Ledoux a analysé ce cas-là en disant qu'en fait, il y a un court-circuit qui s'est fait. C'est-à-dire que l'information, au lieu de remonter vers le néocortex, donc la partie qui va raisonner, qui va analyser, qui va pondérer, tempérer, ben non, ça a activé l'amygdale et la suractivation de l'amygdale, suractivation de peur, a engendré ce réflexe-là qui a fait que la personne n'a pas pu se contrôler, n'a pas pris conscience de ce qu'elle a fait. Ça s'est fait en elle. Or, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des zones dans le cerveau qui répondaient plus à la peur, qui répondaient plus à l'émotion, je me suis dit, tiens, on est en plein dans cette époque, en fait. C'était les années 2009, par là, voilà, il y avait la crise qui était passée par là, et il y avait cette émotion-là je voyais les réactions émotionnelles des gens en général. Je me dis, mais c'est notre cerveau limbique qui réagit comme ça, il y a quelque chose. Hein. Et en ce moment, on n'est pas particulièrement sollicité à ce niveau et au niveau mondial. En ce moment, encore plus. En ce moment, encore plus, ouais. Mais ça s'est fait par vague. Ça a commencé dès les années 2000, 2010 et les 2020. Et il y a tous les 10 ans, il y a un schéma répétitif peut-être. Et du coup, je me suis orienté vers cette approche de faire des ponts entre les sciences et la transcendance. Et là, je lisais sur la spiritualité. Et la spiritualité, elle disait justement, c'est de pondérer l'amygdale pour accéder à un niveau de conscience qui soit plus, disons, plus global, qui va permettre justement de gérer l'émotion, de gérer l'amygdale qui est en réaction de peur. Et alors, j'ai fait mes études, j'ai continué jusqu'au master, puis jusqu'au doctorat. Et durant mon doctorat, j'ai travaillé sur les cellules dites gliales. Alors, gliales, parce que ça s'appelait glial par rapport à la glie. Glie et glu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va coller, parce qu'elle avait l'apparence d'une colle, en fait. C'est la matière blanche, si on veut. Dans le cerveau, il y a la matière blanche, la matière grise. Et la matière grise, elle est représentée par les neurones. La matière blanche par les cellules dites gliales. Et dans ces cellules, il y en a plein. Il y a des cellules astrocytes, c'est-à-dire en forme d'étoile, avec des branches comme ça. Et alors que les neurones, eux, ils ont une tendance à avoir une bipolarité, ça veut dire un grand axe neuronal avec deux axones, enfin il y a un axone avec deux branches, les dendrites et la synapse. Oui, on peut voir que les neurones, en fait, ils sont dans cette dualité et que les astrocytes, ils sont dans une radiance dans leur communication. Oui, dans le symbole, on peut dire ça. Et c'est vrai que, on va dire, peut-être pas dans la dualité, parce qu'il y a des neurones qui ont d'autres formes, mais ils sont dans la linéarité, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a un influx qui vient, puis un influx qui sort. Ça peut aller dans les deux sens. Hein. Ça peut s'harmoniser justement quand les cellules astrocytaires vont euh, complètement jouer leur rôle de radiance et d'homogénéisation, enfin d'homogénéisation, de, de connexion globale entre les neurones et le sang. Il va y avoir une harmonisation qui va se faire. Quand les neurones sont hyper activés, ça donne du stress, ça peut donner du stress. Par exemple, les neurones de l'amygdale vont être hyper activés. Mais si les astrocytes vont tempérer et vont permettre de justement avoir un jeu à trois qui va se faire entre les neurones, la cellule astrocytaire ou la cellule gliale et le système sanguin avec le système, même la lymphe. Dans le cerveau, il y a la lymphe, il y a un circuit qu'on dit même glio-lymphe, lymphatique. Et ce circuit-là, en fait, c'est un peu comme l'évier dans un système de canalisation dans les égouts, si on veut, qui va permettre de recycler l'eau et d'épurer l'eau. Donc l'eau va passer et il va y avoir une épuration qui va se faire justement pour éliminer les toxines. Et on trouve que dans certaines maladies, cette épuration-là ne se fait pas.
c'est ce qui peut donner Alzheimer, Parkinson. Donc, le blocage de ce flux qui est naturel peut être interrompu ou empêché par justement des débris qui restent et qui sont produits par le flux qui n'est pas assez fluide. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a toujours des zones d'ombre, on ne sait pas vraiment encore pourquoi tout ça. Mais on trouve que dans la majorité des maladies dites neurodégénératives, on trouve un problème au niveau de la barrière entre le sang et le cerveau. Ça, c'est démontré, même dans le diabète. On trouve aussi ces aspects-là. Alors, moi, quand j'ai étudié tout ça, à un moment donné, je me suis dit, OK, la neuroscience, c'est bien, on est focalisé sur les molécules, mais elle est où l'onde là-dedans? L'aspect ondulatoire, l'aspect quantique. Alors là, j'ai fait une pause, on va dire professionnelle, pendant 1 an et quelques, où je me suis intéressé à toutes sortes de sciences, même les sciences transcendantales ou les sciences physiques, quantiques, l'épigénétique. Du coup, j'étais plus dans mon domaine juste focalisé, mais j'ai ouvert mon champ et je me suis nourri d'un peu tout ce qui se disait à tous les niveaux. Et dans cette recherche-là, petit à petit, il y avait les briques qui s'emboîtaient les unes avec les autres et je voyais des liens. Et un des premiers livres qui m'avait plu, c'était celui de Michel Levent-Cuyenne qui parlait du silence, cerveau et silence. Et là, je me suis dit, mais tiens, le silence dont il parle, c'est pas le silence de l'absence de bruit, c'est le silence qui va être atteint dans un état qu'on appelle méditatif, que lui, il appelle le silence intérieur, et qui ressemble à ce qu'on a chez les yogis ou dans d'autres traditions ou dans toutes les cultures et même dans toutes les religions. On a cet aspect-là de silence intérieur qui est nécessaire pour, euh, pour être sensible et pour pouvoir capter l'information, on pourrait dire, transcendantale. Donc, ça veut dire que c'est un état de conscience et qui est physiologique. C'est pas, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de magique ou d'ésotérique ou de philosophique, c'est vraiment scientifique. Jusque-là, tu me suis? Oui, 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 je te Ouais. suis. Voilà. Et donc, c'est vraiment à partir de là où je me suis dit, tiens, la science, c'est notre époque. C'est le langage de notre époque. Le 21e siècle, il y a quelque chose qui va émerger en science, qui va faire les ponts, et on a cette convergence déjà dans les traditions. On voit que les traditions commencent à converger, en fait. Mais en science, c'est pareil. En science aussi, plus on avance, et bon, quand on est scientifique et focalisé sur un domaine, on ne le voit peut-être pas. Mais quand on prend du recul, j'ai pris cette année-là de recul, et bien, j'ai pu observer qu'en fait, on parlait de la même chose, mais avec un langage différent. En psychologie, en développement personnel, c'est la même chose que ce qu'on découvre en biologie ou en physique. Simplement, les mots utilisés vont être différents et les échelles vont être différentes aussi. Quand on va être au niveau du cerveau, on va parler de cellules. Quand on va être au niveau de la physique, on va parler de particules. Mais quand en physique, on parle de lumière lourde, par exemple, on parle d'antimatière ou de lumière noire. Alors pourquoi en biologie, on n'en parle pas, vu que ça existe en physique? Qu'est-ce qui fait qu'en biologie, cette partie-là, c'est un peu la boîte noire même du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, on pense que le cerveau, il est que neuronal. Alors on commence maintenant à parler d'un cerveau glial. Il y a Jean-Pierre Changeux, je pense, ou si je ne me trompe pas, quelqu'un qui parlait du cerveau glial. Non, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Mais du coup, l'état de conscience global, de la conscience collective, elle commence à passer du monde dualiste à un monde un peu plus d'harmoniser les contraires. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la société. Il y a les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-pass, les anti-pass, les pro-gouvernement, les anti-gouvernements, les pro-Occident, les pro-Orient, les pro-URSS, les pro-États-Unis. En fait, c'est magnifique parce qu'on voit que tout ça, c'est dans notre conscience.
c'est en notre conscience qu'il y a cette dualité qui nous appelle à harmoniser et à passer à la dualitude, ce que notre cher professeur Aziz emploie ce terme de dualitude. Ce n'est pas un mot qui est dans le dictionnaire, mais c'est un mot nous a apporté en disant, voilà, on passe de la dualité à la dualitude. La dualitude, c'est ni l'un ni l'autre, c'est et l'un et l'autre. C'est le et pas le ou. C'est vraiment l'harmonisation des contraires. Et ce qui nous explique aussi, c'est combien c'est physiologique, puisque dans les systèmes connus, il y a l'orthosympathique qui est plus activateur et le système parasympathique qui, lui, va être plus dans le calme, où on a l'insuline et le glucagon avec l'une qui stocke le glucose et l'autre qui le libère. Et on voit bien que toute notre physiologie, et même un muscle, il faut bien qu'il y en ait un côté qui se relâche pour que l'autre côté se tende. Donc, toute notre physiologie est dans une dualitude, c'est-à-dire dans une harmonisation des contraires. Oui. Sauf que quand on en parle comme ça et commence à enseigner en médecine, là même quand tu le dis, c'est versus contraction versus, ça peut être entendu dans une dualité, c'est-à-dire que si on ne comprend pas qu'il y a un rythme, c'est là la chronobiologie, elle intervient et ça fait le lien avec le silence, c'est-à-dire que moi au départ, je disais, bon, ok, il y a le silence. Et quand Aziz nous parlait du rythme du silence, là, ça a fait dans ma tête, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un silence qui est l'opposé du bruit, parce que là, on est dans la dualité. Tiens, il y a le silence, ah, il y a le bruit. Mais il n'y a jamais le silence total. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai silence, il est au-delà du silence opposé du bruit. Et c'est ça l'état de conscience, ou le quatrième dit état de conscience, où il y a la dualité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le glucagon et à la fois l'insuline. Et il y a un espace, c'est l'interface, qui va faire qu'on va être et l'un et l'autre, et l'état de conscience qui va être au-delà de l'un et l'autre. C'est-à-dire et l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre. Et c'est là où, en fait, se fait pourrait dire l'auto-guérison. C'est là où, justement, la magie opère dans le corps. Le corps s'auto-répare à partir de ces interfaces-là. Et ces interfaces, ils sont dans notre corps à toutes les échelles. Et dans la physiologie matricielle, c'est ce qui nous a été enseigné, c'est vraiment que les interfaces, c'est les espaces de l'infiniment bref, c'est-à-dire où un espace qui est tellement rapide, mais où tout s'harmonise. Et comme on n'en a pas conscience, on est toujours dans un pôle versus un autre. Mais dans ce quatrième état de conscience, il y a quelque chose qui fait que du coup, il y a un rythme. Tout se met en rythme. Et la maladie, c'est la perte du rythme. Les maladies, c'est quoi? C'est quand il y a un pôle qui est versus un autre. Et ça crée un déséquilibre. La balance, elle penche vers un pôle versus un autre. Dans la dualitude, justement, il y a un équilibre qui se fait. Et puis après, ça merge comme ça. Et c'est là, il y a une unité on accède à une unité, une transcendance. Mais du coup, pour accéder à cette transcendance, cette unité, il y a besoin de mettre l'équilibre et donc d'harmoniser les opposés. Ouais. Est-ce que pour toi, le quatrième état de conscience, de transcendance, ce serait le point zéro? Je pense pas. Je pense que ça, c'est plus le cinquième état de conscience, qui est ce point-là, ce point qui est entre l'espace entre les deux veines jugulaires. C'est cet espace du champ, de la présence, où on est témoin de tout ce qui nous environne. La dualitude, c'est justement l'espace qui précède. Donc, ça veut dire qu'il y aura des pensées. C'est un état où on voit nos pensées, on voit nos déséquilibres, mais on ne les juge pas et on les accepte tels qu'ils sont. Et ça équilibre. Donc, c'est dynamique. Ça fait comme ça, puis ça fait comme ça, puis ça fait comme ça. C'est pas, tiens, c'est que ça ou que ça. C'est un état où on arrive vers petit à petit un équilibre. C'est ça le quatrième état de conscience. Le cinquième, je pense, il y a l'observateur qui va se mettre en place et il y a un shift qui se fait dans la conscience et on voit clair, très clair. On s'observe, on arrive à s'observer soi-même. Et c'est là où on appelle le « je suis ».
la présence. Eckhart Tolle, il dit ça, il dit c'est la présence. Un autre maître indien, il va dire c'est le I am, le je suis. Il va te dire, voilà, il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, c'est déjà en toi, tu es cela. Donc, c'est direct. Mais des fois, on a besoin de passer par la dualité parce qu'on a tellement des réflexes biologiques, physiologiques, limbiques, archétypes, tout ça, que du coup, on a du mal à revenir à cet état naturel. Mais c'est normal, ça fait partie du processus de l'évolution de la conscience et c'est un apprentissage. Donc, on peut on peut accéder directement, mais en même temps, c'est progressif, c'est les deux. Il y a besoin d'étapes pour prendre conscience de cet espace-là qui est nous-mêmes, en fait. Après, il y a d'autres états de conscience. Mais déjà, ces deux-là, le 4e et le 5e, bah, ils sont physiologiques. Hein. C'est-à-dire que, justement, les astrocytes, ils résonnent beaucoup avec cet état de 4e état de conscience. Parce que… Résonne, R-E-S-O, hein, résonner en musique, hein, c'est ça. Résonner comme en musique, c'est-à-dire… c'est un autre raisonnement, c'est un raisonnement radiaire, qui n'est pas linéaire. C'est toujours la raison, mais ce n'est pas la raison linéaire. C'est-à-dire qu'on ne perd pas sa raison, on n'est pas perché quelque part d'autre. Non, au contraire, c'est-à-dire qu'on est encore plus dans la raison, mais dans une raison qui ne va pas être juste focalisée sur la forme, mais qui va être aussi qui va aussi être en reliance, pas oublier l'être. On est des êtres humains, on n'est pas que des humains. Donc, il y a l'humanité au sens de notre humanité, c'est, on va dire, le plan horizontal, mais il y a aussi le plan vertical qui est notre être. Et c'est cette convergence des deux, qui va créer ce point, cette sphère du point qu'on peut localiser dans cet espace entre les deux veines jugulaires. Et ça, il y a un architecte qui a parlé de ça. Il s'appelle Douglas Harding et qui a mis en évidence le fait que, en retournant son regard, qu'est-ce que ça veut dire retourner son regard? Ça veut dire au lieu d'avoir sa conscience qui est constamment tournée vers l'extérieur, ben c'est ça l'aspect un peu en physique classique, c'est-à-dire qu'on va s'identifier à des molécules, des particules. Et donc, l'observateur en physique, ça existe. L'état d'observateur, c'est qu'en fonction de l'observateur, l'expérience change. C'est un principe de la physique quantique. Ça, c'est pas… Voilà. Alors pourquoi on la restreint aux particules? Et si nous sommes faits de milliards et de milliards de particules, c'est que ça s'applique aussi à nous. Notre observation va changer notre expérience. Et ça, c'est vrai, on le sait. C'est-à-dire que par notre propre expérience, en fonction de nos pensées ou de nos émotions, on n'a pas la même expérience. OK. Mais au-delà de tes pensées, de tes émotions, est-ce qu'il n'y a pas un état où tu peux observer tes pensées et tes émotions? C'est ça le 5e état de conscience. C'est pas juste où tu fais l'expérience d'être identifié à une forme et où tu sais que quand tu as telle forme, telle émotion, il t'arrive telle chose. Là, tu es encore identifié à l'émotion. Mais l'état de 5e état de conscience, l'émotion te traverse. La pensée passe. C'est comme le ciel. C'est ça, dans les traditions, on disait the sky of heaven, the kingdom of heaven, le royaume des cieux. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est cet espace-là, un espace tellement vaste qui est nous-mêmes, notre présence, notre conscience. Et c'est comme le ciel. Et le ciel, il y a toujours le soleil qui brille. Ça n'arrête pas de briller, le soleil. Simplement, les nuages vont obscurcir, vont passer. Là, tu vas être observateur des nuages qui passent. C'est ça qu'on apprend dans la méditation pleine conscience. Même si le mot pleine conscience, je trouve un peu, voilà, la conscience, elle n'est pas pleine, elle est. Ça a été mal traduit. En fait, ça vient de mindfulness, c'est le plein mental en vrai. Mais c'est lorsque le mental est à la fois vide et plein de cette conscience qui est. La conscience, elle est tout le temps. Par contre, le mental, lui, il peut se remplir ou se vider
Et en fonction de notre point de référence, on va dire, bah, tiens, il est vide, bah, parce qu'il est vide de quoi? Ça dépend de ce dont tu parles. Il peut être vide de pensée. Ah, tiens, il est vide de pensée. Il peut être plein de conscience. Ah, tiens, il est plein de conscience. Donc, peu importe comment on appelle ça, le mental, c'est le contenant. C'est the mind en anglais, c'est le contenant de toutes les activités psychiques, émotionnelles, mentales. C'est là où tout va se faire. C'est comme ça on le définit en psychologie, le mental. La conscience, c'est la lumière qui rayonne de ton être, qui n'a pas de frontières. Elle va prendre une forme, elle va prendre une forme. Elle va rayonner dans une forme, ce qui va donner ta personnalité. Donc voilà, alors, pourquoi les neurosciences nous amènent à maintenant... Il y avait une personne qui me disait, tu sais, le XXe siècle, c'était le siècle de la physique. Et c'est vrai, avec Einstein, et Planck, et Bohr, il y a des découvertes magnifiques qui se sont faites, Tesla et d'autres, Schrödinger et plein d'autres. On est arrivé à un nouveau shift dans la conscience. Alors, ça a amené le pire, les bombes nucléaires et tout ça. Et là, ce n'est que la fin du 20e, du début du 21e, qu'on commence à redécouvrir et à toucher un peu l'essence des découvertes d'Einstein et de Planck. Et quelqu'un me disait, le 20e siècle, c'est le siècle de la physique. Le 21e, ce sera celui des neurosciences. Ah oui, neurosciences, on a déjà avancé en neurosciences, ça fait déjà 50 ans. Et là, je me suis dit, ah ok, les neurosciences, quoi, les sciences peut-être de la conscience, les sciences de l'âme, de tout cet aspect qu'on méconnaît encore, parce qu'on a associé ça à des concepts ésotériques, traditionnels, qui maintenant, on a un langage scientifique qui nous permet de décrire ça. Oui, puis moi, ce qui me désole encore hein, c'est pour ça que je suis ravie de t'interviewer, de t'avoir rencontré, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est cette distance énorme entre la recherche fondamentale et toutes les découvertes et leur application dans la médecine en particulier, puisque c'est ce qui me parle, moi, en ce qui concerne la santé, mais c'est dans tous les domaines où on a ce conflit en fait entre ce que l'on sait et ce que l'on fait, quoi. Et ça, c'est peut-être particulièrement français, hein, parce qu'en France, on a la recherche fondamentale, elle est vraiment, on est très fort en recherche fondamentale. Et pour passer à l'application, on a souvent ceux qui appliquent nos connaissances. Par exemple, je sais pas, je pense à Albert Fertz, c'est un prix Nobel de physique. Bah, souvent, les découvertes, elles sont utilisées et les applications, c'est aux États-Unis ou en Chine qu'elles sont reprises. Le laser, c'était français. Le disque dur, enfin, pas mal de découvertes sont françaises, mais leur application, ceux qui sont le plus forts pour l'appliquer, c'est les grosses puissances, ceux qui ont de l'argent, on va dire, les États-Unis, la Chine, etc. Oui, puis il y a cette séparation-là, mais après, je pense que c'est un passage par lequel on est obligé de passer. Et puis les scientifiques, même dans la recherche fondamentale, c'est 50-50. Hein. Il y en a qui sont pour appliquer, qui sont pour cette science ouverte. Il y en a d'autres qui non, ils ont peur, ils disent non, je préfère rester dans mes dogmes et dans mes croyances parce que j'ai pas envie de changer et ça rechange, ça bouscule tout ce qu'on croit. Donc, remettre en question tout ça, le système est fait de telle façon que il y a une économie derrière et tout dépend de ça. Donc, tu peux pas d'un coup changer. Ce serait plus catastrophique si d'un coup on change tout. Donc, ça se fait par étapes. Mais aux États-Unis, ils appliquent déjà ce genre de choses. Il y a déjà des applications qui se font et ils n'ont pas forcément la rupture en disant la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Non, il y a des clusters. Tu pourrais nous donner un exemple? Bah, par exemple, Joe Dispenza, Nassim Haramein, Greg Brandon, Bruce Lipton. Bon, ils ont été un peu critiqués chez eux, mais ils ont apporté un
un élan. C'est-à-dire qu'ils ont des applications, des casques qu'ils mettent sur le cerveau, autour du cerveau pour mesurer les ondes. Ils miment des états méditatifs avec un kaléidoscope. Enfin, il y a pas mal d'outils qui sont utilisés pour justement faire passer la conscience collective au quatrième état de conscience. C'est quoi le quatrième état de conscience? Peut-être on ne l'a pas dit. On a le premier qui est l'état de veille diurne. C'est les ondes bêta en fait, en physiologie. On appelle ça les ondes bêta. C'est-à-dire que tu es réveillé, c'est même l'état de stress. Il y a bêta supérieur, bêta inférieur. Quand tu es en bêta supérieur, c'est quand tu es hyper stressé. Et tu as besoin parfois d'être dans cet état-là. Si tu as peur, si tu as quelque chose à faire, sur le moment, tu es comme ça. Sauf que quand tu fonctionnes de manière chronique dans cet état d'onde bêta, machin, bêta supérieur, tu ne permets pas au corps de retrouver son rythme de base. C'est-à-dire, il y a d'autres ondes plus profondes, notamment alpha. C'est l'état de relaxation qui est proche du rêve ou de l'hypnose, par exemple. Donc, c'est un état entre la veille et le sommeil. Et puis après, tu rentres dans d'autres ondes de sommeil qu'on appelle delta, theta. Et il y a un état qu'on appelle les ondes gamma, qui est à la fois les ondes alpha et les ondes bêta, à la fois les ondes theta et tout ça. C'est toutes les ondes en même temps. Donc, tu es à la fois réveillé et endormi. Ça a l'air paradoxal. C'est la sortie de la dualité pour entrer dans le « et » à la place du « ou ». Dans le « et », voilà, exactement. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle le quatrième état de conscience. Donc, premier, c'est l'état de veille. Deuxième, l'état de rêve. Troisième, l'état de sommeil. Et le quatrième, tu unifies tout ça. Et tu es réveillé tout en étant serein. C'est-à-dire, à l'intérieur, il y a un espace de silence. À l'extérieur, il y a un rythme. C'est ça qu'on a appelé le rythme du silence ou le silence intérieur. Tu es actif tout en étant à l'intérieur très observateur de ce qui se passe, sans être perturbé par les choses qui t'arrivent. Et c'est très jouissif comme état, en fait. C'est un état qui est naturel. C'est là où justement la paix s'installe, la paix intérieure, la tranquillité, la sérénité, ça vient de cet état-là. Et le corps, il aime ça, les cellules, elles aiment ça. Quand il y a ces ondes-là gamma, ça régénère le corps, ça répare l'ADN, il y a plein d'effets qu'on peut mesurer maintenant. Et on a même remis en relation l'état des ondes gamma avec l'état de conscience. Donc, il y a des études là-dessus qui se font. Donc, la recherche fondamentale, elle va loin là-dedans. Les applications, il y en a de plus en plus. Ça prend le temps que ce soit popularisé et vulgarisé, je pense. Et toi, comme moi, donc on a rencontré l'approche matricielle qui propose des outils merveilleux pour justement aller vers ce quatrième état de conscience pratique. Et toi, avec ta vision globale, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou quelle serait l'approche que tu peux proposer à nos auditeurs pour leur donner des pistes pour sortir de cette dualité, justement, aller dans la dualitude. Et cette dualité, si j'ai bien compris, toi, tu vois qu'elle est exacerbée en ce moment parce que ça permet de la mettre en lumière au niveau de la conscience et que cette souffrance qu'elle génère va nous obliger collectivement à passer à une autre manière de fonctionner. Oui, ma philosophie, c'est que tout est parfait quoi qu'il arrive. Donc, il faut prendre les choses telles qu'elles arrivent. C'est que si ça émerge, c'est que ça doit émerger. Et je me rappelle une belle parole de Krishnamurti qui disait, alors il parlait à son assemblée, il disait, le secret, vous voulez savoir c'est quoi le secret? Et ils étaient tous oui, et ça faisait des années qu'il le suivait, ses disciples et tout ça. Et à un moment donné, il dit, le secret, c'est que je ne me préoccupe pas de ce qui arrive. Mais rien que cette phrase-là, c'est une pratique aussi. Je ne me préoccupe pas de ce qui arrive. Pourquoi? Parce que le mental, il est chanté comme ça. Quand tu te préoccupes de ce qui t'arrive, tu actives ton mental. Et le mental dit pensant, c'est quoi? C'est le mental qui va être dans l'imagination de ce qui pourrait arriver demain, ou la préoccupation de ce qui pourrait arriver, pareil, ou de ce qui est arrivé et qui
qui te bloquent, en fait. Tu te dis, ça m'est arrivé comme ça. Du coup, c'est un cercle vicieux. Ça m'est arrivé comme ça pourrait me réarriver encore. Et on rentre dans une boucle. C'est un peu ça la bipolarité, hein. C'est l'anxiété, dépression. À l'échelle plus profonde, ça donne cette maladie-là. Mais on a tous cet aspect-là de bipolarité un petit peu cosmique, c'est-à-dire on est tous dans des fois un pôle, un autre, passé, futur, féminin, masculin. Voilà. Alors comment faire pour harmoniser ça? Bah, prendre conscience de ça. C'est déjà le plus important, c'est prendre conscience là maintenant. Est-ce que je suis en train de penser à ce qui va se passer demain ou à l'instant d'après? Ou est-ce que je vais dire là tout de suite? Ou est-ce que je laisse ce qui va se dire se dire? Alors là maintenant, c'est cette pratique-là que je fais. Je ne sais pas ce que je vais dire dans l'instant qui va venir. Pour moi, il n'y a que l'instant qui est là. Et donc, ce qui se dit sans que je suis en train de penser à ce que j'ai dit il y a 2 secondes, ou ce que je vais dire dans 2 secondes. Ça, c'est le moment présent aussi, qu'on appelle le moment présent. Et Eckhart Tolle, il donne des pratiques comme ça, où tu prends conscience de ta respiration, de ton espace intérieur. Donc ça, c'est des pratiques qui sont intéressantes. Il y en a d'autres qui s'appellent l'introspection. Donc à partir de certaines questions, tu vas te dire, est-ce que ce que j'observe, si je l'observe, c'est que je ne suis pas cette chose-là que j'observe. Donc je suis le témoin de ça. Donc je vais dire quelque chose, tiens, j'ai mal. C'est qui a mal? Ah, je peux observer la douleur. Donc, je ne suis pas la douleur. Je suis celui qui observe la douleur. Et celui qui observe la douleur, est-ce que tu peux l'observer aussi? Et tu rentres comme ça dans l'introspection qui t'amène à un moment donné, si tu restes immobile dans ta chambre et que tu fais cet exercice-là, de la même façon que prendre conscience de son espace intérieur, de sa respiration, les deux voies, les deux techniques, si on veut, elles amènent à cet espace-là du 4e état de conscience. Alors avec Aziz, on a un truc encore plus facile, plus intéressant pour moi, parce que je trouve ça combine les deux. Moi, j'utilise les trois. Je fais cet état où je me mets en connexion avec ma respiration, parce que la respiration, c'est le plus facile, c'est la base. Et puis, je prends conscience de mes mains, et puis après de mes pieds, et puis de mes mains et de mes pieds en même temps. Et puis de mes mains, de mes pieds et de ma tête, et puis après de tout mon corps en même temps. Et je reste voilà, assis, tranquillement, confortablement, sans être dans une posture particulière, pas forcément besoin. Et à chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, une image qui vient, et ben je me dis, je ne suis pas ça. Et alors là, j'ai mal partout. J'ai mal au dos, j'ai mal à plein d'endroits, j'entends plein de sons qui me dérangent. Et je me dis, OK, chaque son que j'entends, il a sa place. C'est comme un opéra cosmique. Et j'accepte chaque son tel qu'il est. Et chaque douleur telle qu'elle est, à l'endroit du corps. OK. Et petit à petit, tu rentres profondément à l'intérieur. Et avec l'outil d'Aziz, c'est des sutras, des paroles, bon, il nous a transmis ça de façon personnelle, mais il y en a aussi des mantras, on dit de groupe, qu'on va répéter. Et c'est des sons spéciaux qui vont résonner avec l'ADN, en fait, qui vont résonner avec l'ondulation. C'est des outils quantiques, en fait. Voilà. Alors, il y en a dans les Védas, il y en a aussi chez les soufis. Chez les soufis, on appelle ça des résonateurs. Donc, il y en a 14. Et on les utilise, par exemple, il y en a un, c'est Sad, Raf et Nun. Et on répète ça, Sad, Raf, Nun. Eh bien, il y a quelque chose qui te ramène à un état particulier qui est la dualité. C'est des clés qui vont ouvrir cette porte-là. Je pense que les mantras, par exemple, ils sont plus en résonance avec l'aspect du 4e état de conscience. Alors, mantra, ça veut dire d'origine védique pour toi? Oui. D'accord. Ouais, pardon, je n'ai pas précisé pour les… Voilà, les sutras sont plus d'origine de la tradition soufie et les Oui. mantras plus d'origine de la tradition védique.
Et, Ouais, quoique sutra de Patanjali, c'est des sutras aussi. En d'accord. fait, la différence entre sutra et mantra, c'est que ça veut dire en fait, ça veut dire quelque chose de particulier, mantra. Il y a un sens, Hmm, mais c'est proche de l'aspect de méditation. C'est peut-être le mantra pour moi, c'est l'aspect féminin réceptif, et hmm, le sutra, c'est l'aspect masculin qui va élever. Et c'est presque le quatrième et le cinquième. Le quatrième état de conscience, c'est que tu as besoin d'être dans la réceptivité d'abord. Et pour être dans la réceptivité, il faut faire un peu le vide. C'est pour ça que l'approche de relaxation, elle est importante. La respiration, elle est importante. Et puis la méditation ou le rythme du silence, qui est un état de réceptivité. Et ensuite, tu vas ajouter le sutra, qui est en arabe, chez les soufis, on dit le dhikr. Et le dhikr, d'ailleurs, dhikr en arabe, ça veut dire d'accord, c'est le masculin. hmm, Bah, le masculin dans le sens, pas l'homme versus la femme, le masculin en nous, l'aspect hmm. rectitude, l'aspect linéaire, qui va catalyser quelque chose, c'est un aspect feu même, qui va mettre, voilà, qui va réveiller, qui va alchimiser en fait. Et c'est Oui, là là, où il y a de la rigueur aussi, peut-être, non? Dans le côté, oui, on peut dire la rigueur, on peut dire la majesté, il y a la beauté, la majesté, la rigueur et la douceur, ou le hmm, masculin, le féminin, le jamel et le jalel. Voilà, c'est cette dualité euh, qui va permettre justement de... Il y a d'abord la réceptivité qui est importante, la mère, le côté féminin. Et aujourd'hui, c'est cette époque-là, ce qu'on est en train de vivre, c'est la terre, mère, qui est en train de se, de se réveiller. C'est le féminin qui se réveille, qui a été longtemps réprimé ou dénigré et qui maintenant prend beaucoup de place. Et il y a des remous, c'est normal, c'est comme les contractions utérines. Après, il y a la naissance de l'enfant. Après, il y a la grâce. Après, il y a le masculin qui se révèle et qui va compléter le féminin. Après, il y a le Père, le ciel et tout ça. Mais il y a d'abord la mère. Il y a d'abord Marie. Il y a d'abord le féminin. Il y a d'abord le quatrième état de conscience. est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre les neurones qui seraient plus masculins et les astrocytes plus féminins? Parce que nous, on m'a appris que les astrocytes, enfin, la glie, elle était un rôle nourricier avant tout. Mhm. Mais Et ça, c'est pas forcément vrai. d'accord. Non, parce que ça, je pense qu'il y a le féminin et le masculin en chaque chose, dans Oui, les neurones, dans les astrocytes. Dès qu'on va commencer à dire non, il y a une partie qui est que masculin, une partie qui est que féminin, rupture de symétrie. Tu me parlais une fois de la rupture de symétrie, elle se fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va focaliser une forme et dire que cette forme, elle a qu'un aspect et il lui manque l'autre. On va dire c'est que masculin et c'est comme on va dire l'être humain, toi, moi, bah, je suis que masculin et toi que féminin. Or, c'est faux, il y a le masculin et le féminin en chacun de nous. Donc, le neurone, il a l'aspect, c'est vrai, une prédominance peut-être du principe masculin et l'astrocyte peut-être une prédominance de l'aspect féminin parce que l'astrocyte, c'est radiaire, donc c'est circulaire. Donc, il va ouais, faire tourner dans le flux d'eau et de la lymphe dans le cerveau. Donc, il y a un aspect rotation. Mais il a aussi un principe linéaire parce qu'il fait le lien entre le sang et le neurone. Donc, et les neurones aussi, ils ont un aspect circulaire puisqu'il y a un rythme dans la pulsation. Et bref, les astrocytes, on pensait que c'était qu'un rôle nourricier. C'est comme ça qu'on s'est arrêté à l'enseigner jusqu'au baccalauréat. Or, dans les études plus poussées qu'on fait, les découvertes maintenant, on sait que les astrocytes, c'est même des cellules cognitives. Elles participent à la cognition. C'est pour ça que je disais, la cognition, alors, c'est pas cognition, réservé. tu peux définir cognition peut-être, s'il te La plaît. cognition, c'est tout ce qui va permettre de connaître donc les cellules qui vont nous permettre d'avoir une connaissance de soi, une connaissance de l'environnement extérieur et qui vont participer à des fonctions dites exécutives. Ça veut dire les fonctions de la mémoire, les fonctions
de la réflexion, de l'analyse, de tout ça. Et souvent, on l'associe au cortex préfrontal. On dit, voilà, c'est ça la zone des fonctions de mémoire et de cognition, etc. Bon, la mémoire, on ne la trouve pas que là. En vrai, il y en a, ils disent même, elle n'est pas dans le cerveau, elle est dans le champ. Bon, il y en a qui disent que non, elle est dans l'hippocampe. C'est au centre du cerveau. Il y en a qui disent, bah, peut-être qu'elle est stockée à différents endroits du cerveau. En gros, Bon, on ne sait pas. en gros, on ne sait pas. Et on ne sait toujours pas. Et puis ceux qui sont plus dans la spiritualité vont dire c'est dans le champ. Ceux qui sont plus dans la matérialité vont dire bah, on ne sait pas, mais c'est dans le cerveau. C'est pas... Peut-être que c'est les deux, hein, on ne sait pas. Mais par exemple, le cervelet aussi, il est impliqué maintenant dans le. On sait qu'il a des fonctions cognitives. Le cervelet, c'est le petit cerveau qui est derrière, qui était associé à l'aspect moteur. C'est-à-dire tout ce qui est moteur, apprentissage moteur. Je vais apprendre à faire du vélo, je vais apprendre. Et on voit qu'en fait, bon, on a séparé, on a mis des zones comme ça où il y a une prédominance. Et c'est vrai que quand il y a un apprentissage moteur, ça se fait à cette zone-là, ça s'active à cette zone-là, mais ça nécessite toutes les aires cérébrales. Il y a un concert qui se fait. C'est pas isolé. Le cervelet n'est pas isolé du reste du cerveau, de l'hypocampe. Tout est relié. Et les astrocytes, les cellules gliales, c'est celles qui font le lien. Voilà. Donc, elles ont un rôle de reliance. C'est ça qui est important à comprendre. Et du coup, ces cellules qui ont un rôle de reliance, on les trouve au centre du cerveau. Il y a au niveau des deux hémisphères, il y a aussi un corps qu'on appelle le corps calleux, qui est que des cellules gliales, la matière blanche. Il n'y a que ça. Et d'ailleurs, c'est des faisceaux linéaires. Hein, ils ne sont pas en étoile, pour le coup. Donc, comme quoi, ce n'est pas tout le temps des cellules en étoile. Et ils permettent la connexion entre les deux hémisphères. Et quand cet hémisphère-là, enfin, cette connexion ne se fait pas, il peut y avoir une rupture. Il n'y a plus la symétrie des deux hémisphères. Et c'est ce qui peut créer un trouble mental, schizophrénie, autisme, toutes les maladies mentales. On trouve que à cette zone-là, il y a des défaillances. Il y a, par exemple, Einstein, on sait qu'on a analysé son cerveau, on n'a pas trouvé qu'il avait plus de masse cérébrale, il n'avait pas plus de matière grise. Par contre, il avait plus de connexion entre les deux hémisphères et entre chaque zone. C'est-à-dire, les neurones, ils étaient très ramifiés. Donc, tu vois que ce n'est pas neurone versus cellule gliale, c'est que ces neurones, ils n'étaient pas en quantité plus grande, mais ils avaient plus de connexion entre elles. Donc, même au niveau neuronal, on peut voir que c'est ce qui va faire l'intelligence dite émotionnelle et pas juste rationnelle, comme le QI, malheureusement on rabâche, on dit ouais, l'intelligence c'est le QI. C'est un aspect très petit de l'intelligence, c'est que 10% de notre intelligence. Les 90% restants de notre intelligence, c'est les cellules qui vont faire le lien, c'est les connexions qui vont se faire, c'est cette reliance, qu'elle soit au niveau neuronal, glial, même vasculaire. C'est-à-dire que même la vascularisation dans le cerveau, c'est comme un arbre. Plus il y a de branches et de branchettes et de liens de sang qui circulent, plus le cerveau il va être nourri, harmonieux, et moins il y a de blocage, moins il y a de risque d'AVC, plus les vaisseaux sont rigides, mais en même temps souples, et il y a cette dualité, bah, le sang il circule plus vite et il circule de manière harmonieuse. Donc c'est cet équilibre, cette balance, cette dualité, cette cohérence. Quantique aussi. Alors au niveau quantique, on a découvert les microtubules. C'est ça qui est intéressant. On Ah a oui, vu qu'en parle-moi fait, des les microtubules. microtubules, voilà, alors les microtubules, c'est marrant parce que il y en a partout. Là, du coup, il n'y a plus de frontières entre cellules gliales, neurones, Donc, les machin. microtubules, C'est le alors c'est le squelette de la cellule. On appelle ça, c'est des tubules qui sont tout petits, qui vont permettre l'architecture de la cellule et de permettre les transports qui vont se faire de la membrane au noyau, du noyau à tel organite. Donc, il y a plein de petits éléments dans la cellule. On a la mitochondrie, on a le noyau, on a
plein d'aspects. Et les microtubules, ils vont permettre cet échange-là au sein même de la cellule. C'est les autoroutes. Les autoroutes actives dans la cellule. Dans la cellule, voilà. Très bien. Alors, chaque cellule, elle a ses autoroutes. On peut dire que une cellule, c'est un pays, si on veut, ou une ville. Et si toutes les cellules, donc toutes les villes, ont leur autoroute connectée, du coup, le trajet il va se faire de mettre des jours et des années pour aller d'un endroit à un autre, comme avant. Hein, pour aller de France à, je sais pas, à la Chine, ça mettait des années. Aujourd'hui, ça prend quelques heures ou voilà, en avion ou en voiture, ça peut prendre beaucoup moins de temps qu'à cheval, hein, ou à pied. C'est pareil, dans le cerveau, on a des microtubules, on a des autoroutes qui vont permettre d'accélérer le mouvement d'un point à un autre, voire même ça se fait de manière presque instantanée. C'est tellement rapide que toutes les cellules du corps sont au courant de ce que font les autres cellules. Sauf que ces microtubules, ces autoroutes, elles ne sont pas tout le temps activées et elles ne sont pas tout le temps reliées de manière harmonieuse quand on n'est pas dans justement, le 4e et 5e état de conscience. Ces microtubules, ils restent un peu endormis. Donc, ils vont avoir… des embouteillages. Des embouteillages où les routes ne sont pas construites, il y a des travaux encore à faire. Ça reste… c'est pas utilisé, en fait, c'est pas fréquenté. On a des autoroutes, mais elles n'ont pas encore été fréquentées. Non, les autoroutes, elles sont là. Simplement, on les connaît pas, on ne sait pas qu'elles existent. Et du coup, c'est comme… voilà… c'est quelque chose qui est nouveau, mais qui en fait a toujours été là et qui, dès qu'on découvre, tiens, il y a un nouveau chemin, je ne le connaissais pas. Il était toujours là, le nouveau chemin. Mais toi, tu passais par celui que tu connais le plus. Il y a un nouveau chemin plus rapide. Et c'est ça qui va faire que du coup, tout le corps va se mettre à vibrer et va rentrer dans un état ondulatoire. C'est là où on est dans… C'est-à-dire comme tout va être connecté, ça va à un moment donné vibrer, ça va être ondulé. Et donc, tous les microtubules étant à la même fréquence, et c'est ça qui se passe en physique, c'est quand tu as deux choses qui sont sur la même fréquence, ou comme toi et moi, on est sur la même longueur d'onde, 1 plus 1, ça va faire une onde encore plus amplifiée. Il va y avoir un échange d'informations qui va amplifier encore plus l'onde que si c'était des deux ondes séparées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, très bien. Voilà. Et donc, les microtubules, c'est ça. C'est un peu la signature vibratoire de chaque cellule. Et quand toutes les cellules se mettent en vibration, il y a un concerto qui se fait, un opéra cosmique qui va faire que tout ton corps va vibrer à l'unisson. Et c'est ça qu'on appelle la cohérence quantique, l'intrication quantique. Et en biologie, ce n'est pas encore très, très connu, mais c'est ce qu'on appelle la biologie quantique. Alors, on parle de physique quantique, on ne parle pas trop de biologie quantique, mais justement, c'est cet aspect-là de vibration, de connexion à l'onde et pas que la particule. Donc, c'est la physiologie vibratoire et pas juste moléculaire. Mais les deux vont ensemble, ce n'est pas l'un versus l'autre. Il n'y a rien à rejeter de la médecine classique. Non, rien à rejeter. Il y a à intégrer, au contraire, à apporter l'élément qui va compléter ce qui manque. Parce que l'information, elle est dans l'onde aussi. Et quand la particule, elle lui manque l'information, elle se focalise et elle va vibrer d'une manière qui n'est pas physiologique, en fait. C'est ce qui crée la pathologie. C'est un manque d'information. C'est comme si la particule disait « Ah, il me manque mon onde ». C'est comme si le masculin, il lui manque le féminin. Et quand les deux sont réunis, on dit « Ah, c'est ça c'était ça qui me manquait, je le retrouve. » Comme entre deux personnes, on ne s'est pas vu depuis longtemps, ou entre un homme et une femme, voilà, c'est ces deux aspects avec soi-même déjà. Ça commence déjà avec soi-même. Il y a cette autre partie de soi qui est refoulée parfois. Quand on la retrouve, on se dit « Ah, on se sent complet, il ne manque rien. » Ce que je recherchais à l'extérieur, je l'ai déjà
Ouais, donc le sentiment d'incomplétude globale que nous ressentons au niveau collectif, on pourrait le dire que c'est notre partie ondulatoire qui nous manque. Pas que, Notre hein, partie mais c'est pas ondulatoire, que, mais elle dans nous manque pas l'imaginaire, en fait. quoi. Elle nous manque pas, c'est simplement qu'elle vient, elle nous, elle nous donne des coups. Mmh. Elle veut revenir, mais il faut que la particule soit un peu plus humble. Il faut qu'elle se fonde dans l'onde. Il y a Mmh. cette, voilà. Donc, tant qu'on va dire, ouais, il me manque ceci ou il me manque pas cela, je reste dans la lutte. Ah, il me manque ça, il me manque ça. Tant que je l'ai pas, ben, je vais pas être bien. Ah, il me manque ceci, il faudrait que ça se passe. N'accepte pas ce qui se passe tel qu'il est. Non. Là, il me manque ça, ok. J'accepte que ça me manque Mmh. et ça te manque plus déjà. Mmh. Où le manque est là et puis après ce manque-là, il s'alchimie. Mmh, merci. Il y a, ouais, il y a un jeu entre la particule et l'onde. Si tu veux dire être que l'onde, bah, la particule elle peut s'agiter. Et là, tu es dans les sphères éthérées, un peu perchées, et tu oublies ta forme, pas la rejeter. Dans l'inverse, quand tu es que dans la forme, tu es lourd, il te manque cette légèreté. Donc, c'est l'équilibre des deux. C'est pas évident à saisir, mais on a ces deux aspects, la forme et la non-forme. Ou Mmh. la forme plutôt et l'onde qui est associée à la forme. C'est la non-forme, c'est encore à la source des deux. La non-forme, c'est justement au-delà c'est le cinquième, sixième et septième état de conscience. Mmh, merci. Ouais. Mmh. C'est là où il y a plus de, il y a même plus de dualité, ça devient l'unicité, l'unité. Mmh. C'est ça la non-forme. On ne sait pas comment, on peut pas décrire. C'est même plus la science. La science, elle n'a pas de règles là-dedans. C'est d'ailleurs en physique, il y a le mur de Planck. Au-delà du mur de Planck, bon, la science classique ne s'applique plus. C'est une autre science, c'est la science des poètes, des chanteurs, des artistes, c'est ceux qui vont être dans Et des sages. et des sages et des maîtres et des gens qui sont inspirés et qui transmettent cette connaissance d'amour et de paix à l'état naturel, en fait, à l'état pur. Ouais. Ah, super. On va peut-être conclure ou arrêter là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. On a vu Si tu as des petites questions par rapport à ce que je viens de dire ou des questions que tu penses que les internautes pourraient avoir, vas-y, ça peut prendre 5 minutes, des petites questions et je réponds brièvement. Hmm. Bon, je crois que je les ai posées Ouais. quand elles sont Alors, arrivées. ouais. Alors, pour conclure, je dirais que voilà, il y a ces deux aspects en nous, la particule et l'onde. Le féminin, la forme, et le masculin, la spatialité, l'onde. L'onde, elle est spatiale, elle prend tout l'espace. C'est les deux faces de la même médaille. Ce sont deux polarités qui forment la même sphère du point. C'est l'alpha et l'oméga qui vont être réunis au sein de la conscience. C'est là où la présence émerge. C'est là où la conscience, même la connaissance, transparaît et se diffuse. Il n'y a plus de dualité au sens où chaque pôle va être respecté et chaque pôle va avoir sa fonction propre sans que l'un rejette l'autre. Et la physique quantique, la biologie quantique, c'est ce passage-là de la dualité à l'onde, de la dualité à la dualitude, de la forme et la particule à la spatialité, à l'ondulatoire. Et c'est cette étape, ce passage qu'on est en train de passer. Et puis après, même le quantique, ça va être, ce n'est qu'un passage, hein, c'est un état de transition
Et dans l'expansion, c'est-à-dire au-delà de l'onde et au-delà de la forme, il y a tout qui est forme et onde en même temps. Ça devient la même essence, la même impulsion. Et du coup, c'est la danse de la vie, c'est la vie qui danse, c'est la beauté, l'amour, la paix, la joie. Voilà, c'est tout ça en même temps. Et la science et la spiritualité, et la science et la conscience sont réunies dans l'unité. C'est pour ça que Rabelais disait « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». L'âme, c'est pas l'âme au sens l'émotionnel ou ce qu'on en entend, l'âme, tu n'as pas d'âme, c'est quoi? Non, l'âme, c'est physiologique. Un espace en soi qui est, c'est notre infinitude. C'est l'infini en nous. Ça n'a pas de frontières et c'est pas un concept ésotérique ou philosophique, c'est scientifique. La physique peut décrire ce que c'est que l'âme. Ah, bah ça, on va peut-être s'arrêter là, mais ça mérite une autre vidéo. Une autre vidéo, bien sûr. Ça marche. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Ça m'a propulsé dans l'élan et ça me nourrit. Ouais, tu vois, c'est un échange. On se nourrit réciproquement. Parce qu'on est tous reliés. On est tous connectés, reliés. Et donc, qu'est-ce que je dirais comme dernier mot? Amour et paix. Et amour. Il n'y a que l'amour. Amour. Merci beaucoup, Mehdi. Tant pis.